Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise, fidèles de l'émission majuscule Propos. Aujourd'hui, nous allons parler des élections au Rwanda, des élections qui ont vu les Rwandais se rendre aux urnes pour faire le choix de qui allait présider à leur destinée pour les 5 prochaines années. Si on doit parler déjà des chiffres qui ont été annoncés par la Commission nationale électorale, aujourd'hui il y a le président Paul Kagame qui a été donné gagnant avec 99 d'abord pour le premier, les résultats préliminaires avec 99,15%. Puis aujourd'hui, les chiffres sont à 99,18% en tant que gagnant. Alors, ce qui nous intéresse davantage ici, ce n'est pas le gagnant, mais c'est plutôt le cadre dans lequel cette victoire s'est forgée. Et quand je parle du cadre, je parle bien sûr du cadre social, du cadre politique, du cadre historique également du Rwanda, parce que nous sommes en 2024, mais le Rwanda a débuté sa nouvelle page historique en 1994, notamment avec d'un côté la guerre de libération et la fin du génocide perpétré contre les Tutsis en 1974. Tout cela, ça fait 30 ans que cela s'est passé. On va comprendre maintenant le nouveau Rwanda et surtout comment est-ce que celui-ci s'est reconstruit, notamment pour mettre en place les institutions qui ont mené également à ce cadre électoral et également le contexte politico-social qui caractérise le Rwanda aujourd'hui et surtout qui définit le Rwanda par rapport au reste du monde. Pour comprendre tous ces enjeux et toutes ces implications, aussi bien politiques, historiques, et également des enjeux sociaux. Nous sommes avec l'ancien représentant du Rwanda à l'ONU, l'ambassadeur Joseph Mutaboba, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous dans Majuscule Propos aujourd'hui. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Eddy. C'est un plaisir. Voilà, tout en noir. La couleur des gentlemen, comme on dit. Également, merci à Tite Gatabazi, à Rutikanga, il est éditorialiste, également analyste politique, mais également juriste de formation. Bienvenue Tite. Merci pour l'invitation. Voilà. Toujours un plaisir d'être dans ce cadre. Voilà. Le fauteuil me va bien. Voilà. Un mal au dos. D'accord, c'est le confort garanti par RBA. Et tout à l'heure, si tout va bien, on pourra avoir un invité qui pourra nous rejoindre par Skype. Je ne sais pas si il est là. Voilà, le docteur Eric Ndushabandi qui nous suit parce que je le vois aussi la tête. Bonsoir, bienvenue docteur. Visiblement, il nous entend, mais nous, on a du mal à l'entendre. Mais ambassadeur Mutaboba, les élections viennent de se passer au Rwanda. On les attendait depuis 7 ans. On savait que à une certaine date de l'année 2024, les élections allaient se passer. Bien sûr, les dates ont été définies par rapport au calendrier de la Commission nationale électorale. Mais ce qui nous intéresse davantage ici, ambassadeur Mutaboba, c'est de comprendre le Rwanda et surtout, puisque nous parlons des élections, pourquoi les élections au Rwanda restent des élections singulières dans un cadre particulier, dans un contexte particulier. Merci Eddy. Bon, les élections rwandaises restent dans un cadre singulier, très particulier parce que le contexte ou l'histoire et le contexte dans lequel le Rwanda a évolué, les 30 dernières années, ça c'est une période dont on parle presque chaque jour maintenant. Voilà.
Mais depuis des siècles, le Rwanda a un contexte historique assez particulier qui a évolué au cours des années et des siècles pour montrer qu'il y a eu des intérêts assez intéressants. C'est une tautologie, mais intéressant pour des observateurs avisés. Si je peux très vite dire ceci, hein, dans l'histoire de l'Afrique, ou dans l'histoire du monde, pour dire la vérité, nous avons une étape d'esclavagisme. Le Rwanda n'a pas livré un seul esclave. Les autorités du Rwanda... Là, vous allez très loin, je vais très loin dans l'histoire. Je le fais exprès, parce que vous avez souvent l'habitude de sauter ces étapes-là. Alors, à cette époque-là, on a eu le malheur d'avoir beaucoup d'Africains qui sont partis, qui ont été vendus, qui ont été amenés en dehors de leur pays. Aux Antilles. Aux Antilles. Mais notons que les autorités d'antan n'ont pas laissé un seul Rwandais partir en otage comme esclave. Là, vous parlez de la royauté. Oui. Ouais. Ça, c'est une étape. La deuxième, la colonisation. Quand la colonisation a commencé, nous avons été colonisés par les Allemands et puis les Belges. Sous tutelle belge. Bon. C'était du pareil au même. C'était du pareil. Voilà. Exactement. Sous tutelle, sous colonisation, voilà. Voilà. Mais, peu importe, en tout cas, ils ont été là. Mais cette période de colonisation leur a donné du fil à retordre aussi. Au Rwanda. Au Rwanda. Et ils ont dit, mais ces gens qui nous résistent, ces gens qui résistent, qui disent non, quand les autres disent oui, quand les autres disent oui monsieur, eux ils disent non, ou ils disent pourquoi. Certains observateurs vont loin jusqu'à dire que il y a une dent qui a été gardée contre cette attitude. Je crois que vous avez décrit exactement ce que je pensais dire. Hein? Autant d'années plus tard, les gens ont gardé la dent contre le Rwanda. Cette soi-disant arrogance vis-à-vis des maîtres, des maîtres essayants a donné objet de persécution, je dois dire. Appelons ça persécution. Pourquoi c'est eux qui nous résistent? Non. Persécution dans quel cas? Dans le sens de se venger. Voilà. De dire, ces petits nègres-là, ils ont été arrogants vis-à-vis de nous. Ils n'ont pas exécuté les ordres que nous leur donnions comme les autres nègres africains le font. Quelque chose, ils doivent payer le prix. Eh bien, projetez-vous maintenant dans les 60 ans plus tard, même plus. La dent qu'on nous a gardée est toujours gardée, même aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir comparer quelques situations, quelques années aussi. Donc, si j'ai vécu ça avant la colonisation, pendant la colonisation, après la colonisation et aujourd'hui, c'est que je peux comparer carrément ce que j'ai vu, ce que je crois être vrai et vérifiable. Alors, si tel est le cas, et aujourd'hui, après le génocide maintenant, je tombe dans les 30 dernières années, le nouveau Rwanda. Le nouveau Rwanda a épaté pas mal de gens, de gens ou de pays bien intentionnés. Mais il y a des gens encore qui ont cette dent de ne pas voir un pays qui était voué à la déperdition se retrouver encore sur ses pieds avec une organisation qui va, encore une fois, comme celle qu'ils avaient trouvée
quand ils sont venus à la colonisation, ils disent qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Et là, ça nous donne encore une fois cet état de cet état de victime, encore une fois, des mêmes observations. C'est-à-dire nous sommes habitués à voir des gens victimes de l'histoire, victimes de ce que a été notre attitude par rapport à l'histoire. Tout à l'heure, je vais revenir... Je devais ajouter un contexte précis qui était une conséquence directe de cet état de choses. Voilà, là vous tombez justement à l'époque, à la page du Nouveau Rwanda de 94, bien sûr, qui a une certaine corrélation avec ce qu'a été l'histoire précoloniale et l'histoire coloniale. Tite, le Nouveau Rwanda, tous, on assiste à une liste des dithyrambes que le Rwanda a reçus depuis 1994, autant de réalisations spectaculaires. Est-ce qu'on peut dire aussi que le nouveau Rwanda, son contexte et surtout la manière dont cette nouvelle page s'écrit ou a commencé à s'écrire, ça pose des problèmes par rapport à ses choix déjà et au modèle même de ces élections? Non, mais les élections s'inscrivent dans le cadre général de la politique du pays, de l'économie du pays et de ses aspects sociaux et culturels. Vous ne dissociez pas les élections et les autres aspects de la vie? Non, ce serait une mauvaise lecture. Vous organisez les élections parce que vous en êtes capable. Vous organisez les élections parce que vous assurez la sécurité. Vous organisez les élections parce que vous avez les ressources pour. Les finances, le personnel, laissez-moi y aller. Je souligne bien, parce que vous avez les ressources. Parce que vous avez les ressources. D'accord. Tout à l'heure, les ressources humaines, je garde ça. Les ressources financières, parce que vous avez la capacité organisationnelle. Regardez le communiqué des observateurs internationaux. Ils disent être épatés par la sécurité avant, pendant et après. Et comme l'ambassadeur le dit, ils ont une grille de comparaison. Nous avons été ailleurs, nous avons vu ce que nous avons vu. On arrive au Rwanda, il n'y a pas d'incident, la police est très courtoise, et l'ambiance, il y a une ambiance festive. Quand vous dites ambiance festive, Tite, vous êtes éditorialiste, oui. Vous écrivez des articles, vous produisez des articles à longueur de journée. Oui. Vos collègues journalistes des grandes chaînes internationales disent que les élections au Rwanda n'étaient pas, ou déjà même avant les élections, ils disent non, la période préélectorale, ça ne vend pas au Rwanda. Ça ne va pas. Oui. Moi, j'aurais voulu, j'ai toujours dit... Ça ne vend pas. Est-ce que vous comprenez quand ils disent que ça ne vend pas? J'ai toujours demandé une chose. Oui. Quand j'ai fait du droit. Donnez-moi les faits, je vous donne le droit. Quand on nous dit que ça ne va pas... Non, ça ne vend pas. Qu'est-ce qui ne vend pas? C'est pas chaud. C'est pas chaud, merci. Entre guillemets. Ceux qui ne sont pas venus sur les sites vont dire ça ne vend pas. Tous les artistes étaient là. Tout le monde dansait. Est-ce que tu as remarqué que quand le président partait, les gens refusaient de partir? Parce qu'ils voulaient continuer à faire la fête. C'est l'occasion de faire la fête. Pas d'échauffourée. Laissez-moi dire les choses. Il n'y a pas d'échauffourée, pas de déclaration. Ça ne brûle pas. Oui, merci. Il faut que les candidats se jettent des anathèmes sur le visage. Il faut que les groupes s'organisent, le groupe de celui-ci contre celui-là, qu'on vienne se jeter des cailloux, comme nous assistons à ça sur d'autres chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux. On veut que quelqu'un passe 1 heure de meeting en train d'insulter. Si c'est ça qu'on veut, ce n'est pas le choix qu'a fait le Rwanda post-génocide contre les Tutsis. Parce que certains médias ont même refusé carrément d'envoyer les grands reporters ou faire des grands plateaux ici à Kigali, parce que ça ne vend pas. Oui, Eddie, à un moment donné, on va dire on ne peut pas rougir
des choix qui ont été les nôtres. 1994, le Rwanda est un champ de ruines. Ça n'est pas le cas ailleurs. 1994, on a plus de 2 millions de Rwandais qui sont pris en otage dans les camps de réfugiés. Mugunga, Kibumba, Panzi, je peux t'en citer d'autres. 1994, ceux qui se disent spécialistes du Rwanda et de la région déclarent dans les revues, sur les plateaux de télévision, le Rwanda est voué à disparaître. C'est ça le constat qu'eux, ils font. Ils oublient cette capacité de résilience des Rwandais. Vous voulez dire qu'ils sont nostalgiques de la couverture? Ils oublient. Les médias sont nostalgiques d'une telle couverture, d'un tel malheur? Mais prenez Forbidden Story, on ne va pas très loin. Voilà. Ils sont dans les clichés d'avant 1994. Pour qu'il se passe quelque chose dans un pays africain, il faut que ça soit décidé à Paris, à Bruxelles et à Washington. Il faut qu'on vous donne la copie et que vous reproduisiez ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est cette morphologie du Rwanda et des Rwandais. Il y a une génération qui s'est levée, la vingtaine, hein, pas beaucoup, qui ont mené la guerre de libération. Mais cette libération, c'était libérée de quoi? Du joug de la dictature Habyarimana, de la discrimination, des exclusions, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres éléments dans la libération. Il faut se libérer des mentalités de Ndiobwana, ce que dit l'ambassadeur. Il faut se libérer de cette attente que ce dont j'ai besoin soit défini par quelqu'un d'autre. Le Rwanda pose... Très important, parce qu'il y a quelque chose que vous avez dit, le financement des élections. C'est un point très important. Je vais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on remarque dans la plupart des pays africains après autant d'années d'indépendance. Mais chaque fois, les élections sont une période également d'aller chercher un bouée de sauvetage quelque part ou certains financements bien spécifiques. J'aimerais bien inviter le docteur Eric Ndushabandi qui nous rejoint. Docteur, est-ce que vous m'entendez tout d'abord? Oui, je vous entends bien. Je rappelle que vous êtes professeur des sciences politiques et de relations internationales à l'Université du Rwanda, mais vous êtes également chercheur associé à l'Université de Louvain à Bruxelles, en Belgique. Docteur Eric, vous, politologue que vous êtes, comment comprendre, après les explications de Tite et de l'ambassadeur Mutaboba, que 30 ans après le nouveau chapitre du Rwanda, qu'on puisse avoir des spécialistes, des gens avisés qui ont du mal à lire les écrits de cette nouvelle page? Est-ce que ça pose problème? Est-ce que le Rwanda n'a pas su faire passer le message de ce qu'il voulait, de ses choix? Pourquoi c'est si compliqué, c'est si difficile de lire et de comprendre le Rwanda, ou le Rwanda a du mal à se faire comprendre? Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup encore une fois et très humblement. Je remercie Arabi de m'associer à des conversations importantes et d'une importance nationale et internationale. Le Rwanda, il n'est pas isolé, il est connecté au monde. Et le Rwanda subit, comme beaucoup d'autres pays, des modèles préétablis, des paradigmes imposés de l'extérieur. Et l'entendement du sens commun, mais aussi nous assistons à des théories, par exemple, du complot. Le complotisme, ce qui n'est pas du tout rwandais, c'est des schémas internationaux qui se construisent et qui agissent, mais surtout, le Rwanda évolue dans un contexte assez particulier des rapports nord-sud et de sa politique
des coopérations internationales ou de ses relations avec les puissances extérieures. Je reviens sur les 30 ans. Et si le Rwanda a besoin de se faire comprendre, s'il y a ce devoir-là, je vois un État qui a choisi de se faire comprendre par rapport à ses propres citoyens. Déjà, ce paradigme shift d'orienter la politique non pas à l'extérieur ou de dépendre de l'extérieur, le fait d'avoir choisi de revenir sur le contexte et la priorité des nationaux, c'est ça le premier paradigme. Alors, du point de vue international, et dans des contextes de post-conflit ou alors de post-génocide dans ces contextes précis, c'est soit s'asseoir et attendre que les mêmes checklists qu'on impose à des États qui reviennent des conflits, que ce soit une liste que le Rwanda doit respecter et dans un calendrier défini par l'extérieur et dans la prioritisation qui est définie de l'extérieur sous la conditionnalité de l'aide internationale. Ça, c'est tout en étant là-bas, docteur, vous voulez dire que le Rwanda est mauvais élève de ce establishment? Je vais dire ça. Je vais dire que ce state building model, ou alors ce modèle de state building, auquel on assiste depuis les années 90 dans les rapports des organisations financières internationales et tout ce qui est les Nations Unies avec la reconstruction des États, le Rwanda, effectivement, n'a pas été mauvais élève, mais en premier lieu, il a choisi de tourner cette flèche vers l'intérieur, mais une flèche qui est ouverte vers l'extérieur. C'est là qu'on voit le nation building, mais en même temps, le respect des principes internationaux. Et d'ailleurs, le Rwanda, au contraire, il a été un bon élève parce qu'en respectant la constitution qui a été mise en place, après avoir demandé un peu plus de temps de faire le nation healing ou alors la guérison des blessures de ce contexte de 1994, comme ça vient d'être défini, la prise en compte du temps dans la gestion de la justice transitionnelle nous a permis effectivement d'être un bon élève parce qu'on n'est pas allé très vite vers les checklists internationales de dire ramener les anciens ennemis. Nous l'avons fait, le Rwanda l'a fait, les dialogues, en amenant tout le monde, sauf bien sûr ceux qui ont commis le génocide, ce qui est un choix très légitime. 2, le fait d'avoir choisi de ressouder la société rwandaise en commençant par des programmes de réhumanisation. Humaniser ou rendre l'humanité à une société meurtrie où on ne devait pas parler de démocratie, de citoyenneté, alors que les êtres humains n'existent plus. C'est un altruisme mortifère. L'autre, c'est l'autre à exterminer. C'est ça le contexte. Et donc, le fait d'avoir choisi qu'on refasse un nouveau contrat social et qu'on choisisse la langue, la tradition, la culture comme source d'inspiration, ce qui nous a permis de refaire société, renaissance d'une société, d'un État avec les citoyens. Ces rapports entre les citoyens et l'État, il fallait un langage, il fallait des choix que les citoyens comprennent. Ça, c'est innovateur et créatif, ce qui a permis un nouveau départ. Alors, un bon élève, dans le sens où on a respecté les principes des droits de l'homme, mais les principes des droits de l'homme, nous ne l'avons pas pris du côté de idéologie externe. Nous avons pris les droits de l'homme dans son sens global en termes de sécurité humaine, répondre aux besoins basiques du citoyen. Docteur, et de l'orienter vers le développement. Tout en étant là-bas, on reproche par exemple au Rwanda de dire, écoutez, sur la question des droits de l'homme, le Rwanda ne veut pas que les gens puissent y toucher. Et les organisations internationales veulent avoir un droit de regard à ce qui se passe en matière des droits de l'homme. Et le Rwanda dit, écoutez, nous ne connaissons pas mieux des gens qui connaissent mieux la valeur de l'homme avec grand H
parce que nous avons connu le pire, là où l'homme a perdu. Voilà. Ces organisations internationales demandent le droit de regard au nom de quoi? Quelle est la légitimité d'une ONG? Justement, oui, c'est ce que je veux comprendre. Oui. Quelle est la légitimité d'une ONG dont on ne connaît pas les sources de financement, dont on ne connaît pas les motivations derrière, et qui vient dire à un gouvernement, nous avons le droit d'auditer le respect des droits de l'homme chez vous. Ces citoyens ont accès à des services de base, n'est-ce pas? Ce n'est pas cette ONG-là qui est venue leur offrir ça. Tous les enfants vont à l'école et ils ont même des repas, ils boivent du lait. Ce n'est pas cette ONG qui a financé ça. La justice fonctionne merveilleusement bien. Vous avez les infrastructures qu'il faut. Il y a même mieux. Il n'y a pas de corruption dans ce pays-là. Ça veut dire que toutes les ressources du pays dont je parlais pour les élections sont comptabilisées au dernier franc près. Et vous avez une ONG qui dépend de ses financiers et qui vient auditer la gouvernance du pays. Au nom de quoi? Avec quand même une reconnaissance internationale. Mais cette reconnaissance est donnée par qui? Connue et reconnue en international. Voilà, peut-être que l'ambassadeur peut nous aider. Et ça sert parfois de contrebalance pour certaines questions, notamment les questions des droits de l'homme. Je peux juste finir sur un ancien directeur de Human Rights Watch qui est resté longtemps à ce poste, dont on a découvert que c'était un monsieur corrompu. On s'est gardé de citer... Non, mais c'est dans la presse. Ok. C'est dans la presse. D'accord. Ce monsieur qui s'est arrogé le droit de nous donner des leçons sur les critères des droits de l'homme, sur l'évaluation des droits de l'homme, s'est retrouvé être un homme corrompu. Et c'est dans la presse partout. Mais c'est ce monsieur qui harcèle le Rwanda sur la situation des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut autoriser à quelqu'un qui a une notoriété internationale de présenter une reprise de justice comme une opposante? On ne peut pas lui permettre ça parce qu'il est en train de tricher. Est-ce qu'on peut autoriser à ces organisations qui ont pignon sur rue de présenter un terroriste à la personne de Rusesabagina comme un héros? On est en train de promouvoir des anti-valeurs. En un mot, il y a un agenda derrière cette ONG qui est piloté par ce qu'on appelle les forces obscures. Suivez mon regard. Et qui nous ramène comme ça un paravent des droits de l'homme. Ça n'est pas le choix du Rwanda et je crois que c'est tout à fait légitime et il faut consolider ça. Voilà, consolider ça, c'est également revenir sur le début de ce long voyage, avec notamment 98, les assises du village Urugwiro. Ouais. Ambassadeur Mutaboba, ça va forcément vous rappeler quelque chose. J'étais à la Cour suprême à l'époque. Voilà. Ambassadeur Mutaboba, beaucoup de choses se sont définies cette année-là, et ce sont des assises où les Rwandais ont décidé de ce qu'ils voulaient. Quelque part, tout à l'heure, j'ai posé la question au docteur Ndushaband, est-ce que le Rwanda n'a pas été mauvais élève parce que c'est là que le Rwanda a dessiné son futur sans consulter les parrains. Et en dessinant, c'était également son modèle de politique, comment est-ce que les élections allaient se passer, le partage du pouvoir. À un certain moment, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, tout le monde a droit au gâteau, mais avec quand même un contexte particulier. Est-ce que ce ne sont pas ces vieux démons également qui continuent à suivre le Rwanda même après à ces élections 2024? Mais je crois que j'avais tapé juste en mentionnant le côté historique de ce qui s'est passé là.
jusqu'au moment où je vous ai parlé de qualificatifs qu'on nous a donnés, d'être arrogant. Ah, même après les assises de Rouguiro. Ah, mais oui, bien sûr. L'arrogance est revenue. Même aujourd'hui, on nous appelle arrogants. Comment ose-t-il? Ben, nous osons, nous avons osé, et nous oserons encore une fois, puisque nous y croyons. Si vous n'y croyez pas, vous ne le ferez jamais. Qui audite qui? Pourquoi est-ce qu'on doit venir nous auditer? On trouve c'est comme dans la parole de l'Évangile, la poutre dans l'œil de l'autre, alors qu'il y a un gros morceau dans ses yeux. Hein? Alors, il faut mettre ça dans un contexte historique aussi, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où tout le monde avait souffert. Et ils se sont retrouvés presque au rabais, où tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, écoutez, mes chers amis, il faut aller chercher le grand frère. Il faut chercher le grand frère. Le plan Marshall. Le tonton, oui. Le plan Maréchal. Ils se sont convenus pour qu'on puisse dire, écoutez, arrêtons, mettons-nous d'accord, on va mettre de l'ordre et puis on va se parler. Alors, cet ordre qu'ils ont mis en place en 1945 ou 1945, et des années après jusqu'à 1948. Toutes ces réformes avec la naissance de la CNT et tout ça. Oui. Tout ce qu'on leur a fait à ce moment-là, ce n'est qu'un petit rappel, aucun pays d'Afrique n'était présent. Ah non. Puisque nous étions tous encore colonisés. Ouais. Autant qu'à Berlin, personne n'y était. Hein? Non, personne n'y était. En 1885, personne n'y était. Si on ne nous a pas consultés à ce moment-là, on ne nous a pas consultés en 1884-5. 85. On ne nous a pas consultés en 1910 quand on a dessiné les frontières. On ne nous a pas consultés à telle date, à telle date, à telle date. Alors pourquoi voulez-vous être consulté aujourd'hui en 2024? Et pourquoi est-ce qu'on doit me consulter maintenant? Mais ce sont les maîtres. Non. 70 ans après. Les maîtres du monde. Quand vous avez le monde est plus sécurisé. Non. Avec eux. Le monde n'est pas seulement sécurisé. Avec tous les conflits qu'on voit sur la carte, le monde est sécurisé. Mais j'ai posé une question tout à l'heure. Qui audite qui? Parce que si vous regardez bien, nous parlons des élections aujourd'hui. Si vous parlez d'élections... Parce que les élections, ça pose problème. Les élections est-ce que ça ne pose pas au Rwanda, ça pose problème. Je vous en prie. Est-ce que ça ne pose pas problème chez eux? Ça ne pose pas problème? C'est la théorie. Ah, mais récemment, il y a un chef d'État, un ancien chef d'État qui a failli être dégouillé. Candidat. Ah. C'est ça qu'on veut pour le Rwanda. Et on veut que cela arrive au Rwanda? Oui. Non, merci. Nous avons fait un choix judicieux, réfléchi, avec et pour les Rwandais. Donc, si quelqu'un vient avec une arrogance maintenant qui leur revient, pour dire, écoutez, non, vous n'avez aucun droit de regard, alors nous allons lui dire, oh, ça c'était hier. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Docteur Ndushabandi, tout à l'heure, je posais la question, j'aimerais savoir, avec les assises de 98 au village Rouguiro, est-ce que le modèle que le Rwanda a choisi, son modèle politique, qui a également donné naissance à ces élections dont nous parlons aujourd'hui, est-ce que c'est un modèle qui gêne? Est-ce que c'est un modèle qui n'a pas de référence? Voilà pourquoi ça pose peut-être problème. Il fallait peut-être essayer de s'accommoder à certaines réalités, à certaines règles préétablies pour être, bon élève, être un peu comme tout le monde. C'est un peu provocateur comme vous l'êtes, monsieur dit, hein? Comme tu me connais dans ma démarche. Je vais même dire, au fait, on a été même un très bon élève que c'est ce qui pèse à cette communauté internationale, soi-disant communauté qui est très divisée, à ne pas comprendre, à ne pas être patient pour comprendre quelque chose qui est en train d'émerger dans ce pays-là.
Je vais être concret sur la question des droits de l'homme et la liberté d'expression. Des choses, on pense qu'elles sont chaudes, qu'on ne peut pas toucher. Ou alors, par exemple, la domestication des indicateurs internationaux. Comment est-ce qu'on a été un élève, et un élève, effectivement, qui parvient à prendre les indicateurs internationaux et les contextualiser et pouvoir accepter que cet audit externe vienne. Il faut qu'on se le dise, ils viennent et nous respectons leur méthodologie, nous questionnons leur méthodologie, nous leur demandons de faire les liens. Je peux passer par tous les indicateurs économiques de la Banque mondiale, du FMI, tout ce qui est politique et monétaire. Nous pouvons passer aux indicateurs de la gouvernance. Tous ces indicateurs, s'il y a un pays qui a décidé de faire soi-même sa propre évaluation en prenant les indicateurs internationaux, soi-disant internationaux, avec les indicateurs contextualisés. Là, je parle de Citizen Report Card, TRGB, de Rwanda Governance Board. Si je prends tous les baromètres de la gouvernance, Rwanda Governance Scorecard, si nous prenons tout ce qui est développement du capital humain, nous avons pris les mêmes indicateurs. J'ai eu la chance récemment de faire une évaluation pour une coopération internationale, de voir comment les indicateurs qu'ils imposent, qu'ils veulent qu'on puisse évaluer, comment ça coïncidait, et ils étaient étonnés effectivement que les Rwandais soient très avancés en termes d'auto-évaluation et surtout la disponibilité des données qui sont accessibles et qui sont très structurées. Pour la question des droits de l'homme, on en parle comme un monstre ou alors comme une boîte bien faite. Mais au fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? Il s'agit du capital humain et de sa sécurité. Et ça, nous le voyons dans plusieurs politiques du pays. C'est comme tout ce qui est développement inclusif. Il n'y a pas un seul pays, en Afrique peut-être, qui a un modèle d'inclusion économique jusqu'aux politiques de protection sociale, the so-called no one left behind. Vous allez dans les politiques de protection, vous voyez comment les plus pauvres, ils sont pris en compte et il y a des données disponibles. Et là, je parle par exemple de tout ce que nous donnons comme subside aux agriculteurs. J'ai eu la chance d'entrer dans ce domaine, de voir comment les témoignages des agriculteurs et tous ceux qui travaillent dans ce domaine, ils témoignent des pas qui sont posés en termes d'amélioration des services, ainsi de suite. Mettons un accent sur la démocratie participative. Aucun pays qui soit plus avancé et très structuré formellement en termes de politique de décentralisation, par exemple. Si nous voyons les 3 phases de la décentralisation, je ne passe pas par phase par phase, jusqu'à la digitalisation des services actuels où j'y accède étant assis là où je suis sans considérer mon nez. Tout est fondé sur ces choix-là qui est difficile d'être accepté. Alors que c'est un gage, c'est une fondation de la démocratie, c'est la question de l'identité nationale. Si on n'a pas ce qu'on appelle la particratie, la gouvernance par des partis, des accommodations, des arrangements entre les minorités pour qu'ils s'entendent sur des sièges de position et que nous ayons dans notre constitution, par exemple, je vais vous décevoir aussi, nous avons le multipartisme, nous avons le pluralisme et nous avons même la compétition dans notre politique. Regardez la Constitution, tout est consacré et ça répond aux standards internationaux. Et le pluralisme ici, ça inclut les partis politiques, ça inclut les médias, la société civile, mais aussi tout ce qui est indépendant et dans les externes. Mais surtout, la participation citoyenne, si nous la voyons... Lorsque vous dites ça, docteur... Le plus grand nombre de la population, les jeunes et les femmes, qui constituent la plus grande population, vous allez voir que les femmes et les jeunes, incluent même les enfants et les personnes vivant avec des handicaps, toutes ces catégorisations qui occupent une place centrale
non pas seulement dans la loi, mais aussi dans des structures depuis les centrales jusqu'au local. Moi, c'est ça les droits de l'homme. C'est là qu'on cherche les droits de l'homme. Mais je reconnais par ailleurs mais lorsque vous dites ça, que tout le monde a sa place à la table, il y a un problème. On dit l'espace politique réservé à l'opposition est verrouillé. L'opposition ne respire pas, ne s'exprime pas au Rwanda. Le docteur Eric dit tout ça est constitutionnel. Il y a une opposition qui a sa place, les institutions, la Constitution a tout prévu. Vous dites quoi à cela? Je dis que le Rwanda, il vient de nous dire qu'il va décevoir beaucoup de gens. Le Rwanda est une démocratie. Que ça plaise ou non, mais ça plaît aux Rwandais. Le Rwanda est une démocratie. Pourquoi? Parce que le Rwanda a érigé son modèle de compromis. La démocratie, c'est un compromis. Est-ce que ces élections en 2024, par exemple, ça reflète ce que vous dites? Ça a été une expression de cette démocratie? Oui, sans hésiter, oui. C'est une démocratie. Pourquoi? Parce que nous avons les élections, parce que nous avons la presse libre, comme dit Dr Ndushabandi, parce que nous avons un multipartisme. Et parce qu'il y a... Mais les détracteurs disent les partis ont soutenu, les partis de l'opposition ont soutenu parce qu'ailleurs les coalitions n'existent pas. On va me dire que ça c'est antidémocratique. On va me dire que... Pourquoi ça pose problème que... Non mais ça pose problème à ces détracteurs qui sont nostalgiques de l'influence qu'ils ont perdue sur le Rwanda. C'est le seul problème qu'il y a. Au Rwanda, il y a une dizaine de partis politiques. Le Rwanda a fait le choix de l'inclusion. Le Rwanda a fait le choix de la concertation, du compromis. Alors, si ça, ce n'est pas démocratique... Lorsque vous dites compromis, on dit les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul parti au Rwanda. Comment vous dites que... merci. Voilà. Ils ne lisent même pas. Quand les détracteurs disent cela, vous dites qu'il y a un compromis, il y a un consensus. Non, je leur dis simplement... S'il vous plaît, prenez la peine de lire notre Constitution. C'est tout. C'est notre loi fondamentale. Au nom du compromis, au nom de l'inclusion, le parti qui est accusé de s'accaparer de tous les pouvoirs est interdit par la Constitution d'avoir plus de 50% de postes ministériels après une élection. Et ça, ce n'est pas démocratique, ça. Dr Ndushabandi vient de dire, on a une politique d'inclusion où dans le système électoral qui nous occupe ce soir, vous avez le vote direct, bulletin, une personne qui va voter pour le parti de son choix. Mais vous avez une catégorie, les femmes, les jeunes, les handicapés. C'est des Rwandais qui ont de l'intelligence, qui ont une valeur ajoutée pour leur pays, qui ont un système à côté pour être élus et représentés à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas démocratique, ça? Alors, si les détracteurs viennent nous dire, nous voulons une opposition qui vienne manifester en ville et qui casse les banques, les assurances, les boutiques et tout ça. Ce n'est pas ça de la démocratie. Si les détracteurs viennent nous dire, nous voulons que un terroriste qui a été reconnu par la justice. Par exemple, les détracteurs disent on veut des opposants vibrants. Mais cette vibrance, moi je la cherche, je ne la trouve pas. Ce n'est pas vibrant sur le plateau ici? Alors ambassadeur Mutawa, je vous vois sourire, mais je me pose la question. Vous êtes l'aîné de nous tous. Il y a toute une liste que le docteur Ndushabandi vient de dresser. Il est rentré en tant que, bien sûr, académicien. Il présente bien les choses.
mais lui, c'est un enseignant, en plus, à l'université, aussi bien au Rwanda et même dans les grandes universités en international. Vous-même, vous avez servi le pays au niveau international. Pourquoi, par exemple, 30 ans après, où les premières élections étaient en 2003, Oui. les deuxièmes élections, là je parle du Rwanda d'après 94, on a eu les élections en 2010, les élections en 2017, en 2024. Pourquoi la pilule ne passe toujours pas pour les partenaires internationaux du Rwanda, les observateurs et même les détracteurs? Pourquoi ça malgré tout ce qui est écrit dans la Constitution, parce qu'elle est disponible pour tous et partout, pourquoi les gens ont du mal à l'accepter et peut-être à la lire et à dire c'est ça, c'est ce que les Rwandais ont choisi? Bah, écoutez, quelqu'un disait que la raison a des raisons que la raison ne connaît pas. Non, le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur a des raisons. Eh bien, s'ils ont un cœur, je crois qu'ils devraient aussi remodeler leurs raisons. Oui. Parce que quand ils regardent tout ce qui se passe au Rwanda, avec les lentilles du passé, donc avec cette rancune d'abord, parce qu'elle est toujours présente. Ça, je regrette de mentionner, puisque ça revient chaque fois. Mais aussi dans les lentilles d'une démocratie occidentale que nous avons adoptée, qui nous a été imposée, nous l'avons acceptée, comme nous avons accepté la corruption. Nous avons même excellé mieux que ceux qui ont tout commencé, et la démocratie occidentale, et la corruption qui est occidentale aussi. Si vous voulez être comme l'autre qui a dit le mot corruption n'est pas venu de nous. Mais, il y a l'autre qui avait dit. Oui, il n'avait pas tort. Je l'ai dit aussi. Hein, donc, okay. Non, moi, j'ai fait une recherche là-dessus à Londres. Je crois que c'est moi qui vous l'ai dit, je crois. Parce qu'on a cherché. Il y a en tout cas un leader dans cette région qui a dit le mot corruption n'est pas arrivé. N'est pas de notre langue. Ce n'est pas dans sa langue maternelle. Si vous cherchez le nom, la signification de ce mot corruption dans les langues africaines, vous n'en avez pas. Vous avez des paraphrases. Voilà. Là, ça, c'est un autre point. Mais si il se réfère à des clichés occidentaux, donc il se réfère à une démocratie à l'occidentale, après avoir rayé de la carte toutes les démocraties que nous avions en Afrique, chez nous au Rwanda par exemple, nous avions notre système de gouvernance, système de gestion des affaires socio-économiques, etc. Maintenant, si on doit se référer chaque fois à ces clichés qui sont nouveaux pour nous, qui nous ont été imposés, j'insiste là-dessus, ça veut dire qu'eux, ils ne vont jamais changer de plaque. Ça reste ce qu'ils ont en tête. Comme le disait le docteur Éric de Chavannes tout à l'heure, nous allons toujours dans le sens d'appliquer les principes qu'ils nous ont appris, que nous avons appris d'eux, et nous le faisons très bien, comme il a démontré tout à l'heure. Donc, est-ce que, par exemple, mais malgré ça, ils ne sont pas contents. Vous avez eu à participer dans des grandes réunions, des conclaves en international, mais quand même, nous le savons qu'il y a certaines vérités qui se disent dans les corridors, entre vous, entre diplomates, entre politiques, et aussi entre journalistes aussi, ça se dit des choses, hors micro. Oui. Malgré qu'on puisse être contre une certaine idée, une certaine réalité, est-ce que, du moins, avez-vous eu droit à quelques aveux positifs du choix que le Rwanda ou le pays que vous représentiez et la direction que celui-ci a pris? Certains, oui, mais les autres, non. Donc c'est toute une... c'est quoi? C'est une majorité de non, une minorité de oui. Oui. Ou une petite minorité de oui, mais. Donc oui, mais oui. Oui. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup marqué en 1999, quand je suis arrivé à New York. Il était question de condamner le Rwanda sur les Midugudu. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça.
Condamner le Rwanda sur les... Mais oui. Moi, oui. Oui. Oui, quand on, Et la On loi disait que respire, l'introduction du Midougoudu Oui. était une violation des droits de l'homme. Mais je me battais comme un soldat au front. Aidé par qui? Aidé par... Je n'avais qu'une seule personne qui m'a aidé. C'est mon collègue, l'ambassadeur de Singapour, qui m'aidait, qui était à côté de moi, qui disait non, l'ambassadeur du Rwanda a raison. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de nostalgie. Il y a des gens, je ne veux citer personne, je ne veux citer aucun pays, mais il y a des gens qui ont cette nostalgie de voir de ces petits nègres sur les collines, là, qui peuvent être emportés par le vent ou par les À la pluies. merci du temps. Aussi. oui, Mais comment est-ce que vous osez me dire que vous allez organiser les soins de santé dans un centre où vous allez mettre les routes et de l'eau? Moi, je disais, aidez-nous À matérialiser. à matérialiser ces infrastructures. Là, vous aurez aidé. Non, Alors là, j'ai compris ce que vous comprenez aujourd'hui. Alors pour vous, il n'y a rien d'étonnant que Il n'y a même rien les d'étonnant. élections et même leurs organisations posent Il n'y a rien problème. d'étonnant parce qu'on parlait de partis politiques, par exemple, Ouais. au manque d'opposition. Mais s'ils connaissent bien le Rwanda, s'ils connaissent bien ceux qui connaissaient avant, ceux qui savent, mais qui ne veulent pas reconnaître, les partis politiques que nous avons retrouvés ici, qui étaient ici avant, le Parce que génocide. quelque Attendez part, que je termine. non, tout en vous Ces partis-là, tout en vous complétant, partis se trouvent quelqu'un, encore- par exemple, un homme politique dans la région a dit, il y a eu des opposants recyclés Voilà. qui ont participé à cette Yes. élection. Vous comprenez qu'ils puissent dire ça? Oui, mais écoute, c'est mal connaître le c'est mal pays. connaître le pays, c'est Ouais. ce que je dis. Tout comme, comme nos détracteurs dont tu parlais tout à l'heure, qui disent qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de parti d'opposition, puisqu'ils se rallient tous au FPR. Mais le Parti libéral existait avant que le FPR vienne ici. Oui. Le PSD était dans ce pays. Le Je peux PDI. continuer. Le MDR était là. Pour vous, il n'y a pas de parti satellite Il n'y a pas de ça. Non. C'est un choix, c'est pour le une parti option. au pouvoir, c'est ça? Non, il n'y a pas de Non, non, parti satellite. il faut comprendre Non, l'esprit et la lettre de la constitution rwandaise. Absolument. Est-ce que lorsque vous dites l'esprit et la lettre de la constitution rwandaise, est-ce que cette constitution a-t-elle des preneurs pour Les la Rwandais lire, sont preneurs pour de les leur écouter? constitution. Non, il ne faut Pourquoi pas voulez-vous faut que pas le chercher ça détracteur ailleurs. connaisse mieux la constitution? C'est la constitution du Rwanda, C'est ça. soumise au référendum, Et notre acheteur, adoptée ça, c'est son par problème. les Rwandais. Yes. Les Rwandais ont décidé Pas de droit de regard? le droit de regard de qui et pour quoi faire. Même si Partenaire. ça arrange ce droit. Oui. ok. Pour assurer la transparence, quand même. Mais les partenaires, ils sont pleins ici. Je vois des plaques des ambassades, nous sommes à plus de 80. Docteur Ndouchabandi dit, nous avons les indicateurs de la Banque mondiale. Je crois qu'il n'y a pas meilleur auditeur que la Banque mondiale. Mais, Tite, même si ça arrange ce devoir, ce droit, Oui, même si cela arrange comme ça, oui. eh bien, tout simplement, il faut le rappeler, vous parlez de nous. Et nous avons choisi. Voilà. Alors, si nous avons choisi avec et pour le peuple, et dans le respect total de notre Constitution, il ne faudrait pas que les gens reviennent avec des clichés chaque fois. Non, mais je crois qu'il y a un reproche. C'est le moment de dire oui à ceci, non à cela, et vous gardez votre position pour dire oui, c'est oui, non, c'est non. Il y a deux reproches qu'il faut faire à ces détracteurs. Ils sont nostalgiques. Et ça, c'est vraiment pas bon pour Est-ce que c'est la démarche intellectuelle. Ils sont de mauvaise foi. Et ça, Pour c'est... quelle fin? Mais j'y arrive. Donc, si quelqu'un est nostalgique et qu'il a les yeux rivés sur le rétroviseur, Ouais. vous ne pouvez pas avancer. Si quelqu'un est de mauvaise foi, ça veut dire qu'il fait du déni de réalité. La réalité culturelle, sociologique et politique rwandaise est celle-là. Ça définit son contexte. C'est une question de choix. On a parlé des assises de Rugwiro.
Tout est parti de là. Évidemment, il n'y avait pas d'observateurs étrangers, il n'y avait pas d'experts venus de je ne sais où. Dans ces assises. Ça pose problème aussi. Non, mais ça pose problème aux Rwandais ou à ces gens-là? Aux partenaires. Les Rwandais décident d'exorciser leur passé douloureux, de se donner une vision. Et même, ils se permettent de prolonger la durée de la transition. Parce qu'on était à 6 ans. Ils disent on n'est pas encore prêt. On va prendre 3 ans supplémentaires. Ils se dotent d'une constitution. Ils se dotent de partis politiques. Certains étaient déjà là avant 1994, l'ambassadeur vient de le dire. D'autres sont nés après 1994. Ils se donnent un projet de société. Ils le respectent. Ils en font une évaluation annuelle. Et il faut des élections à des périodes régulières. Qu'est-ce qu'on vient reprocher au Rwanda? C'est de ne pas être cet élève-là qui copie ce que le maître aurait voulu qu'on copie. Voilà. Docteur Ndouchabandi, pour finir, parce qu'il nous reste, je crois, 1 minute et demie, vous passez beaucoup de temps à faire de la pédagogie, vous êtes enseignant, c'est votre carrière. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, ou il vous est arrivé à cette période particulière et précise, à passer du temps à faire de la pédagogie sur, par exemple, le choix des Rwandais et ces élections et leur contexte? Peut-être. On a juste 1 minute, docteur. Est-ce que c'est pas frustrant quelque part que vous passiez du temps à toujours rappeler, éduquer, enseigner? Merci beaucoup. Vous avez parlé des aveux dans les corridors. Je viens de recevoir un aveu d'un collègue professeur qui vient de dire, par exemple, depuis 2009, il critiquait tout ce qui était comme modèle du Rwanda. Et là, je lui rappelle un peu le parcours. Je démontre 5 modèles sud-africains, Canada, Irlande et tout. Et puis par après, à ce moment-là, on parle de l'Afrique du Sud. Il dit, vous savez, finalement, c'est le modèle rwandais qui va subsister. Je passe. Nous sommes ici en train de parler des critiques. On a 30 secondes, docteur, 30 secondes. Les partis politiques, ils ont choisi un forum. Absolument, il faut continuer à montrer ce pluralisme à l'intérieur du forum. Ouais. Nous avons des médias et des acteurs des partis politiques qui ne respectent pas encore ce qu'on ne touche jamais dans la société, qui touche à la survie d'une nation. Si vous touchez là-bas, il y a la loi qui vous punit. Mais les élections de 2024 nous donnent en fait un modèle, et j'ai envie de ne pas quitter sans le dire. Oui. Nous avons quelqu'un, un collègue à moi par exemple, Franck Habinez, à l'Université du Rwanda, activiste, société civile, qui monte jusqu'à la place où il est. Il essaye avant de s'inscrire au forum, il essaye quand il est au forum, et il essaye quand il n'est pas parlementaire, et il essaye quand il est parlementaire. Ça, c'est un exemple d'un chemin de respect. Maïmana, il vient de la France. Il représente tous ceux qui sont à l'extérieur, peuvent développer des idées, des ambitions. Mais il accepte de venir, il présente les candidatures, il est au pays, il est à un ministère important de l'unité, il est fonctionnaire de l'État, il représente la candidature. Ça montre un parcours normal, mais qui a une histoire. Alors, je finirai par les médias en disant, les médias, on reconnaît le manque de professionnalisme et de moyens pour certains. OK? Mais asseoir leur légitimité et leurs preuves et informer leur audience et la capacité d'analyse, les sociétés civiles, le même chemin, le pluralisme, il est là. Il faut absolument qu'il soit renforcé. Alors, on sera sûr que ceux qui nous représentent tout le monde et j'y m'y retrouve. La légitimité, je suis sûr que ceux qui ont été votés, ils ont la légitimité populaire et non pas une légitimité ethnique, quelque chose qu'on avale difficilement à l'international parce que la démocratie est redevenue ethnocratie.
Voilà. ce qui n'est pas démocratie. Et donc, l'identité nationale ici nous donne la chance de dire aux internationaux, soyez patients avec ce modèle, il va faire ses preuves. Merci. Voilà, et en tout cas, c'est par ces propos très précis et surtout qui précisent bien le choix des Rwandais que nous allons nous séparer. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de pédagogie à faire par rapport au choix du Rwanda, et ce, non pas pour les élections, mais également pour plusieurs secteurs, Tite. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie même à faire autour du Rwanda dans la région pour comprendre pourquoi il est différent des autres, pourquoi il a choisi ça et n'a pas choisi... C'est ce que le président Kagame dit, la singularité du Rwanda, la consolidation des acquis et incite les jeunes à prendre leur part pour que demain, on ne revienne pas en arrière. Voilà, merci beaucoup à vous trois, ambassadeur Mutaboba, Tite Gatabazi, analyste politique, également au docteur Eric Ndushabandi, qui est enseignant à l'Université de Louvain à Bruxelles et à l'Université du Rwanda, Emmanuel et toutes les équipes au niveau de la régie. Grand merci à vous tous et toutes, l'audience. L'émission C'est Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro.